Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Fête de la Télé 3.0. Très heureux de vous retrouver dans ce programme et on va parler du processus d'enrôlement au Togo, le processus qui a bien démarré, mais un grand calvaire pour les citoyens. On en parle dans un instant. Et puis, sur le fauteuil rouge, nous avons M. Aboki Kokou-Vignon. Il est le président du groupement togolais des PME-PMI, une association professionnelle, membre du CNP. Avec lui, on va aborder le cas du SMIG et d'autres sujets bien encore. Bonsoir, M. Vignon. Bonsoir, M. Magloire. Vous allez bien? Je vais bien, vous-même. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Super. Luc, bonsoir. Bonsoir, Magloire. Ça va? Ça va, à la fin. D'accord. Un week-end mouvementé ou calme? Un week-end plutôt consacré au travail. Ok. Oui. Travail et après, aller dire merci à Dieu pour cette semaine qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. D'accord. Voilà. On a fait quoi de son samedi? Samedi matin, un peu de repos et ensuite renouer avec quelques dossiers qu'il fallait évacuer. Ça a continué le... Samuel est à côté, hein, il oui, est de te vendre. oui. On s'est croisés. Hein. Non, quand je parle de dossiers, ce sont de vrais dossiers, pas des dossiers au sens figuré. On s'est vu samedi nuit en tout cas. Bonsoir Samuel. Hier, on s'est vu. Samuel, ça va? Oui, ça va, Magloire. Vous vous êtes rencontrés où samedi nuit? Non, je préfère me taire. Je ne vais pas dire. Non, je ne vais pas venir vendre mon grand frère quand même. Allez, on s'est vu, point final. Non, c'est dis tout. tout. Non, on s'est vu. Rien à cacher. Parle. Et en vendant Luc, il se vend lui-même. Non, moi je revenais de l'église. J'avais un concert à l'église. Il peut témoigner. Ah bon, on était au concert ensemble. Vas-y, dis-nous tout. Bon, après, on va poser la question à Madame Samuel. Samedi nuit, le gars, il était où? Non, il a dit à la maison qu'il allait où d'abord? Parce qu'il était à un concert. Ça dépend. Ça va? Oui, ça va alors. En tout cas, mon week-end, il était vraiment mouvementé parce que déjà vendredi soir, j'étais au concert. Mais pas sans savoir, en tout cas, ma passion, la musique et tout le temps. Oui. Donc ce matin, déjà, j'étais à l'église pour dire merci à Dieu. J'ai joué, j'ai chanté, bon voilà. Donc finalement, ton concert, c'était vendredi, c'était pas samedi. Non, vous me comprenez plus. Ton concert a duré 2 jours. Non, pas 2 jours, je parle de samedi. Tu en as fait. parlé de vendredi. On parlait de vendredi tantôt. Bon, ok, là, ok. Bon, sinon le concert, c'est samedi, en fait. Donc là, je me perds. Peut-être que tu as eu des différents concerts. Un concert Donc, vendredi, un vous autre le comprenez samedi. quand il dit qu'il m'a vu, qu'il était en train de se perdre. Voilà. Bonsoir Armel. Bonsoir, Magloire. Ça va? Oh, ça va. Moi, J'essaie de te poser la question. Non, si, ça va. Parce que moi, j'avais un décès le samedi. Condoléances. Donc, merci. Donc, j'ai dû faire l'aller-retour. Je suis rentré très tard samedi nuit. Donc, dimanche, j'ai profité et récupéré un peu avant de commencer la semaine. Donc, au moins, moi, je ne prétends pas faire des choses que je fais et que je ne veux pas dire. Comme certains. Nous savons tous que souvent tu dis tu vas à l'église, mais tu ne vas jamais à Armel. Donc, Pourquoi tu te sens touché? Allez, merci beaucoup. Donc, on s'installe. En fait, la télé 3.0 commence, bien naturellement, avec notre invité. Mais on démarre avec le dossier de la semaine et on s'est intéressé au processus d'enrôlement qui a démarré au Togo. Samuel, fais le constat et on parle derrière. Le processus d'enrôlement des électeurs en vue des élections législatives et régionales prévues cette année au Togo a démarré depuis le samedi 29 avril dernier dans certaines localités au sud du pays, notamment dans le Grand Lomé. La Commission électorale nationale indépendante CENI a donc appelé les Togolais âgés de 18 ans révolus à se rendre massivement et sereinement dans les centres de recensement afin de se faire enregistrer pour obtenir leur carte d'électeur. Mais force est de constater qu'avant l'obtention de cette carte, les citoyens subissent un dur calvaire. Selon le constat et les témoignages, les populations sont obligées d'aller dans les centres déjà à partir de 5 heures du matin dans le but d'être les premiers à être servis. Mais le gros souci se pose au moment où certains sont obligés de passer toute une journée, voire 2 à 3 jours avant l'obtention de la carte d'électeur.
Il a été constaté également la clôture des opérations journalières à partir de 15 heures, même si la queue est encore longue, malgré la courte durée de la période d'enregistrement. Les inquiétudes sont assez énormes. Pouvons-nous parler de la lenteur des machines ou mieux des opérateurs de saisie? Est-ce l'insuffisance des centres d'enrôlement ou mieux encore, est-il question du système mis en place inadapté? Que pense Magloire et son équipe? Suivons tout simplement leurs avis. Le constat, il est clair. On a fait quand même le tour sur le terrain. Et Luc, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce que déjà, on sent quand même l'engouement. Les gens... Oui, c'est l'une des rares fois où j'ai été fier de nos concitoyens qui se sont vraiment mobilisés autour de cette opération d'enrôlement. Il suffit de voir le nombre fou de personnes qui se déplacent chaque jour pour se faire établir ces cartes-là. Parce que les gens ont compris qu'au-delà des élections, ce sont des cartes qui servent aussi à d'autres choses au moment bien précis. Et c'était un peu désolant de voir les gens se mobiliser, se réveiller parfois à 4 heures et de passer toute une journée, de ne pas être en mesure de se faire établir sa carte d'électeur. Parfois, pour avoir discuté ou échangé avec quelques agents de la CENI qui étaient chargés de faire établir les cartes aux citoyens, c'est dû parfois à des machines qui sont un peu vétustes et d'autres fois, on vous dit les cartes sont finies. Oui, les papiers qu'on doit utiliser pour faire établir l'impression et tout ça, c'est fini. Et je n'ai pas compris le pourquoi est-ce qu'on doit s'arrêter à 15 heures quand on est dans le Grand Lomé. Le dernier recensement nous a donné des chiffres, en réalité, qui nous permettent de faire des prévisions et de savoir où est-ce que la population est vraiment concentrée et prendre les dispositions pour ne pas être surpris. Et je ne crois pas qu'il y a eu moins de centres. Il y a eu assez de centres. Mais c'est la lenteur qui a plus tué. La lenteur due à des machines, parfois à des agents qui ne sont pas aussi rapides. Et voilà. Et mais tout ils ça ont a été joué. formés quand même. Oui, mais ils ont été formés. Mais vous savez, l'outil informatique, tout le monde n'a pas cette même habileté à utiliser l'outil informatique. On peut recevoir, nous trois sur le plateau, on peut recevoir la même formation, mais si je n'ai pas vraiment les aptitudes nécessaires pour être aussi rapide que, comment l'appelle-t-on, mon frère à côté, je peux tout faire, mais je ne vais pas l'égaler. Lui, il peut faire peut-être au moment où il est en train d'établir 5 cartes, moi je suis peut-être à 2 ou 3 cartes, et là, ça pénalise la population. Mais parfois aussi, si sa machine répond bien et que la mienne aussi ne répond pas bien, ça nous pénalise. Et je pense que la CENI doit penser à remédier à tout ça parce que c'était vraiment la croix et la bannière. Pour avoir ma carte, Dieu seul sait par où je suis passé pour l'avoir. Très, très bien. Et on parle de la vétusté des machines. Est-ce qu'on peut comprendre que on a eu quand même le temps de préparer ce processus? Justement, on savait qu'on devait procéder voilà, à ce recensement. J'allais dire parce que lorsque Luc parle des machines, moi je dis que c'est des excuses parce que quoi qu'on dise, en tout cas, on a eu un temps pour préparer ce processus-là. Pas question de dire que bon voilà, on utilise les anciennes machines qui vont. C'est pas Luc qui dit, c'est ce que je ne trouve pas d'excuses. Moi je dis ce qui est ou en tout cas le constat qu'on a eu à faire sur le terrain en fait. Les raisons évoquées, voilà, les raisons évoquées, c'est ce que je. Au-delà de ça, moi je vois plutôt un aspect et au niveau des opérateurs de saisie. C'est vrai qu'ils ont été formés, mais la plupart, en réalité, il y a certains qui n'ont pas forcément les machines qui ne marchent pas. Tout marche bien, mais le gars, il est tellement lent sur sa machine. Vous posez la question s'il a fait carrément des cours d'informatique avant d'aller même postuler pour de saisie. Donc, au-delà, oui, justement. Comment le casting a été fait? Bon, point d'interrogation. Maintenant, au-delà de ça, je vais rebondir. Ils ont dû passer quand même... oui, en matière de casting, souvent quand vous regardez, à plus de 70%, ce sont des agents qui avaient déjà travaillé, qu'on ramène. Si vous avez déjà une expérience en la matière, vous avez déjà été OPS, comme on les appelle, une ou deux fois, automatiquement, on se dit, vous avez l'expérience. Il n'y a pas de raison. Voilà, pas forcément, moi je connais des gens qui ont été. Oui, j'ai dit à plus de 70%. Okay, voilà. C'est-à-dire que quand vous regardez dans l'effectif qui est utilisé, à plus de 70%, ce sont des agents qui ont déjà eu, ne serait-ce qu'une seule fois, à faire l'opération de saisie. Maintenant, au-delà de ça, il y a de nouvelles têtes qui ont été injectées là-dedans. Maintenant, la lenteur
il y a des gens, quand vous n'êtes pas familier à l'outil informatique, vous pouvez vous essayer 10 000 fois. Quand vous n'avez pas cette volonté de développer des aptitudes et vous considérez que c'est juste pour venir chercher de l'argent, vous ne pouvez jamais vous améliorer. Ça, c'est une évidence. J'allais finir. Je voudrais rebondir en fait avec ce que lui a dit tout dernièrement concernant, il dit, Dieu seul sait comment il a fait pour obtenir sa carte. Il y a eu un aspect au cours du processus là qui me fait mal en fait, parce qu'il y a des gens qui connaissent certains opérateurs de saisie et déjà, ils sont familiers, chacun connaît chacun. Et déjà, même de loin, ils essaient d'envoyer leurs informations. Et ces opérateurs font remplir déjà... Ça y est que l'ordre n'est pas respecté. L'ordre n'est pas respecté. Vous êtes là dans la queue et vous voyez un groupe arriver, on leur fait... On le dit puisque le processus va se poursuivre dans d'autres zones. Donc, on peut quand même corriger le tir. Justement. Et puis, vous voyez un groupe arriver, vous ne savez pas quand est-ce, puisque, en fait, l'obtention de la carte, ça se fait en 4 étapes. Il faut d'abord la vérification de la pièce d'identité, après le remplissage des formations et après maintenant la saisie des informations dans la base de données et puis la délivrance de la carte. Mais vous voyez des gens qui arrivent, on ne vérifie rien, ils vont directement s'asseoir. On lui sort sa carte, il va s'asseoir juste pour la photo. Ça fait mal en fait. Amont, il a déjà envoyé, on a tout rempli et même on a saisi, il vient juste pour la photo. Mais ça fait mal. Oui, c'est frustrant pour ceux qui viennent faire la queue. Maintenant, dans la salle, il y a un président en réalité dans la salle. Mais pourquoi est-ce que ceux-là ne réagissent pas? Il y a aussi la CELI qui a des contrôleurs. Donc, il faut vraiment revoir ce côté. Ouais, il y a des agents techniques qui contrôlent chaque centre. Donc, c'est des aspects, ils sont censés être là et mettre tout dans l'ordre quand il s'agit de peut-être faire des fraudes. Moi, j'appelle ça fraude en réalité. Voilà. Armel. Avant de donner mon point de vue, je vais juste revenir sur un petit truc que Samuel plutôt a dit. C'est vrai que c'est des fraudes, entre griffes. Mais je suis sûr que si toi, Luc... Samuel, tu es dans une salle de CELI et que ton père vient forcément, tu vas vouloir le faire passer. Si ta mère vient forcément... Oui, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas des excuses. Ce n'est pas des excuses. Ce n'est pas des excuses. Si, ce n'est pas des excuses. Mais c'est des choses qui se font et qui se feront. Maintenant, quelle palliative trouver, quelle alternative faut trouver? C'est là que je pose la question. C'est pour ça qu'il y a un président qui doit pouvoir régler, veiller à cela. Maintenant, qui ont été données. Bien sûr, il y a une différence entre ce qui est... Quand une femme enceinte arrive, quand une personne en situation de handicap arrive, automatiquement, tout le monde constate que cette personne ne peut pas faire une longue queue ou ne peut pas rester dans la queue pendant 1 heure, 2 heures. Ça, c'est normal. Avant de se faire établir une carte. Voilà. Puisqu'il a parlé de papa, que je donne cet exemple. Mais quand votre jeune frère arrive et qu'il y a peut-être un monsieur ou un papa du 3e âge, un senior qui est là, qui attend depuis 2 heures de temps. Vous faites passer ce jeune homme et le papa est toujours là. Ça n'a pas de sens. Moi, j'aurais préféré que cet agent demande à sa connaissance d'arriver à 6 heures. Parce que c'est ce que j'ai fait. On m'a demandé d'arriver très tôt et on me sert, je repars. Et je suis arrivé à 6 heures, on m'a servi et je suis reparti. Je n'en dis qu'on vient pas. Parce que même si on veut vous aider la personne à mieux vous aider. Très bien. C'est comme ça. Tu sais, quand tu es dans la queue depuis, je ne sais pas, 2 heures, 3 heures, ou bien depuis 2 jours, et que même quand une vieille personne vient, tu sais, imagine la mine des gens. Moi, j'ai vécu le cas. J'ai cédé ma place. Le premier jour, je suis allé très tôt, parce que je suis à côté d'une école. J'ai cédé ma place à une vieille du quartier. Les jeunes étaient là, alignés. Ils ont tous refusé. Plus jeune que toi. Plus jeune que moi. Très bien. J'ai vu le président. Tous les jeunes ont dit, ils sont là, ils vont passer. Une vieille. J'ai dû céder ma place à la vieille et je suis revenu le lendemain, très tôt, comme l'a dit Luc. Maintenant, concernant le processus, je pense que... c'est ça. C'est normal. Oui, mais bon, voilà. C'est normal. Mais il ne faut pas en abuser quand même. Voilà. OK. Concernant... traduire ça, pour ceux qui ne... Ça fait quoi, qui vient à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, vide de l'hôtel, c'est un peu quelque chose du genre. Mais ne vide pas l'hôtel. Exactement. Ne vide pas l'hôtel. Non, pas littéralement. Pas littéralement. Ça dit que c'est un adage qui traduit ce qu'on a dit en fait. Voilà. Qui travaille à l'hôtel, vide de l'hôtel. Mais ne vide pas l'hôtel. Ne vide pas l'hôtel, voilà. C'est pas parce que vous travaillez à l'hôtel que vous devez prendre ce qu'on sert aux clients pour manger, non. Très bien. Non. Oui.
Je comprends mieux Kabia que Samuel, c'est terrible. Non, mais au même moment, vous ne parlez pas le même Kabia. Bon, attention. Les cantons diffèrent. Ouais. Voilà, pour le processus, je pense que honnêtement, on est en 2023. Il est temps aussi d'essayer de copier un peu ce qui se fait ailleurs. Je trouve un peu dérangeant qu'en 2023, qu'on puisse demander aux gens, à chaque fois qu'il y a des élections, d'aller se mettre en rang pour se faire des cartes. La plus simple des choses, c'est mon point de vue. Hein. Ceux qui ont une fois fait la carte d'électeur, ceux qui ont une fois été détenteurs, c'est simple. On crée un centre. Dès que vous allez vous donner votre nom et votre carte d'identité, on vérifie les coordonnées, on met votre nom. Actualise. Et on actualise. Si vous avez en temps changé de fonction, changé de quartier, ainsi de suite, on actualise et on sort votre carte d'identité. Maintenant, ceux qui vont pour la première fois, carte d'électeur, ceux qui vont pour la première fois faire la carte d'électeur, voilà, eux, ils peuvent aller remplir les fiches et ainsi de suite. Maintenant, il y a un autre système, ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs, c'est que vous allez, on informatise tout le système. Et tout est lié par Internet à une base de données. Aujourd'hui, la base de données de la carte d'identité est centralisée. Voilà. Vous allez avec votre carte d'identité, tout est centralisé dans la base de données. Généralement. Si vous avez déjà une carte, on vous la sort. C'est si simple pour que ça passe plus vite. Maintenant, il y a un autre cas. Luc l'a aussi évoqué. Le cas des opérateurs de saisie. On est en 2023. Mais déjà, même avant d'en arriver là, déjà, il faut voir les machines qu'on utilise. Les machines qu'on... Bon, je ne peux pas trop m'avancer. Je ne sais pas si c'est des vieilles... Je ne peux pas les appeler vieilles machines parce que je ne sais pas si elles sont vraiment vieilles. Mais la lenteur, il faut qu'on trouve le nœud du problème. Si c'est la machine ou si c'est les opérateurs. Le problème, il est là. Quand nos machines, c'est comme nos portables. Quand vous le laissez, vous n'utilisez pas. Ce ne sont pas de vieilles machines forcément, mais ce sont des machines qu'on a déjà utilisées. Maintenant, quand on finit, par exemple, quand on finit le recensement, on va laisser des machines. On n'utilise pas peut-être sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Or, une machine que vous laissez, vous n'utilisez pas sur 1 an déjà, sans chauffer la machine. Déjà, ça présente des défections. Cette opération ne se répète pas chaque année. Justement, d'où la lenteur constatée. Et je crois que la CENI doit trouver des solutions pour les machines comme ça. Ne serait-ce que peut-être en 3 mois, 6 mois, les redémarrer, histoire de donner vie à ces machines-là. C'est comme les engins qu'on garde. De temps à autre, il faut démarrer, histoire de donner vie à la machine, pour ne pas subir ce qu'on subit là. Voilà, une autre proposition. Est-ce qu'on est obligé d'aller voter avec une carte d'électeur? Tu poses la question à qui? Non, je pose la question parce que c'est vrai que au Togo, la carte d'électeur ont mis pour aller voter, elle permet de faire des actes ainsi de suite. Mais d'un autre côté, il faut pousser les gens à avoir leur carte d'identité. Et dès que la base de données elle est là, vous avez votre carte d'identité qui est censée être infalsifiable parce que la carte d'électeur, bon, il y a la base. Mais la matière, la façon dont elle est faite, je ne sais pas. Si on doit utiliser la carte d'identité, je t'assure que le corps électoral ne fera même pas le quart. Oui, pourquoi? Parce que les gens ont plus tendance à aller faire la carte d'électeur parce qu'elle est gratuite que d'aller payer 5 000 et faire une carte d'identité. Pas seulement ça. Les autres pièces qui doivent accompagner l'établissement de la carte d'identité, tout le monde ne l'a pas. Or, pour la carte d'électeur, il suffit que le chef quartier ou le chef canton soit là pour témoigner et vous avez votre carte d'électeur. Je n'en dis combien pas. Voilà, donc, mais d'un autre côté, il faudra résoudre ce problème. Ces personnes qui n'ont pas de nationalité, de naissance, ainsi de suite, ils vont continuer de... Le Togo n'est pas le seul pays. Le Togo n'est pas le seul pays à aller à... Oui, Samuel? Il y a un aspect là qui me touche aussi parce qu'il va falloir qu'on en parle parce qu'il y a d'autres zones et tout ça. Et c'est vrai que pour ce processus, nous avons senti l'engouement, les gens sont sortis au-delà de ça. Mais il faut dire qu'il y a eu absence de communication sur, je vais dire, sur les médias, sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes à une période où la digitalisation a avancé et tout ça. Vous imaginez, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je suis à la maison, j'entends, et c'est au moment où on est en train de gongonner pour dire aux gens que je suis d'accord, c'est un moyen de communication, mais traditionnel. Mais au-delà de ça, tous ces jeunes-là, puisqu'il y a des jeunes, même quand on gongonne, ils se demandent, bon, c'est quoi? Ils n'écoutent pas. Tous ces jeunes-là... Non, il faut qu'ils écoutent. Bon, allez, ouais, il faut qu'ils écoutent. Moi, ce que je peux reprocher à cette communication, la communication qui est faite, ce que je peux reprocher à la stratégie, c'est que c'est une stratégie en retard. Quand vous avez ces genres d'échéances, communiquez au moins 1 mois. Ou au plus grand tard 2 semaines avant. Mais on ne laisse pas l'échéance arriver avant de commencer commencer par communiquer. Au-delà de tout, pour ces genres d'opérations, c'est une opération qui englobe tout le monde.
Donc, il faut utiliser que ce soit les canaux traditionnels comme les canaux modernes, il faut les utiliser. Pour ceux qui ne sont pas trop accros aux réseaux sociaux, le gars, il part au boulot, il revient le soir. Peut-être il est là, à peine il allume la télé, même il dort. Mais quand on gongonne, il entend, il écoute. Voilà, donc il faut utiliser toutes les stratégies possibles, tous les canaux possibles pour atteindre ne serait-ce qu'un seul individu qui est caché dans un coin quelque part qu'on ne sait pas. Surtout quand il y a le budget pour. Oui, quand vous utilisez un seul canal et vous négligez les autres, c'est là où ce n'est pas bien. Ou vous le faites d'une manière en retard, ce n'est pas bien. Faites-le à l'heure et mobilisez tous les canaux possibles parce qu'on a les moyens ont été mis en décaissés pour. Allez, l'autre aspect, c'est le fait qu'on ferme tôt, hein, déjà à 15 heures. Mais sachant quand même qu'on a une population assez importante dans le Grand Lomé. Oui. Oui. Moi, je me suis un peu renseigné. Certains ferment à 15 heures, d'autres à 16 heures. Pourquoi? Ferment à 16 heures pour permettre à ceux qui sont entrés dans la salle de pouvoir boucler leur carte jusqu'à 17 heures. Et maintenant, ceux qui sont dans la queue, ils prennent leur nom, font une liste pour le lendemain. C'est ce qui retarde la liste du lendemain. Parce que même si tu viens à 5 heures, quelqu'un qui est... Voilà, la liste d'hier qui vient exactement. Mais l'autre problème, c'est qu'on ferme à 16 heures ou à 10, même à 17 heures. Il y a des fonctionnaires qui se lèvent tôt, qui vont travailler ailleurs, dans d'autres quartiers, et qui rentrent après 18 heures. Maintenant, toutes ces personnes, elles sont obligées maintenant de se taper un week-end ardu pour pouvoir se faire délivrer une carte. C'est là où je me dis, pourquoi ne pas essayer de décentraliser? Pourquoi ne pas essayer de décentraliser? Parce qu'on n'est pas forcément obligé de faire sa carte dans son quartier. Quelqu'un qui travaille dans la zone portuaire. Non, attends. Aujourd'hui, tu peux aller te faire établir ta carte dans un autre. Oui, mais là, tu es obligé d'aller là-bas voter. Comme j'ai d'aller là-bas voter. Justement, c'est ça l'inconvénient. Quelqu'un qui travaille dans la zone portuaire, qui a une pause entre midi et 15 heures, il y a une école à côté, il peut sortir à la pause, aller se faire la carte et revenir. Au lieu d'attendre le week-end. Qu'on permette maintenant à cette personne-là de pouvoir voter le moment venu, peut-être dans son quartier. Exactement. Si tout le système est centralisé. Si tout le système est centralisé. Mais comme le système n'est pas encore centralisé, ça crée vraiment un problème. Ce week-end a été vraiment terrible. Tous les fonctionnaires étaient obligés d'aller s'aligner. Voilà. Bon, allez. Monsieur Aboki Mignon. Ouais. Alors, ce que je peux dire sur le sujet, c'est que c'est un problème qui devient récurrent. À chaque élection, on a l'impression que c'est le même sujet. Et l'un des intervenants l'a dit, nous sommes à l'ère de la digitalisation où on peut améliorer le processus pour que les choses aillent plus vite. Et la difficulté, c'est aussi les fonctionnaires ou les employés. Vous devez être au bureau à 7h30. Vous avez une pause d'1 heure ou bien de 2 heures à midi. Vous rentrez à 18h. Vous avez juste le créneau du week-end alors que les délais sont serrés. Donc, parfois, il y en a qui n'arrivent pas à prendre leur carte. Donc, comme vous l'avez dit, il faut améliorer le processus, faire une procédure de rattrapage éventuellement pour enrôler ceux qui n'ont pas pu le faire. Et puis, pour les prochaines séances, notamment, à part cette année, je pense que l'année prochaine et puis 2025, qu'on huile vraiment la machine pour qu'on n'ait plus à souffrir de ces déconvenus. Nous sommes en train d'avancer vers, je crois, la carte biométrique. Et j'espère que quand on va y arriver, tous ces petits problèmes seront définitivement résolus. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous. On reste avec toi, Armel, sans transition, pour ton coup de gueule. Et tu nous transportes dans le... canton... non, la commune Golfe. Ah, oui, Baie. Canton de Baie. Canton de Baie. Oui, c'est commune... Golfe. Je sais plus trop. Attention, il ne faut pas mentir. Bon, je ne vais pas m'aventurer. Mais précisément, au niveau de la lagune de Baie. Récemment, j'ai des amis qui sont entrés. On essaie de faire un tour pour visiter la ville de Lomé. On a voulu s'asseoir pour prendre un petit pot. Et, comme d'habitude. Oui, bon, c'est normal. On sait bien recevoir les gens au Togo, donc c'est normal. Donc la première question que mes amis m'ont posée, c'est... Voilà, la première question, c'est pourquoi est-ce que les bordures de la lagune sont ainsi? Je ne veux pas dire sont sales, ainsi, voilà. Et pourquoi, deuxième question, pourquoi on n'exploite pas cela?
Je n'ai pas su répondre. Mais après, il y a des images, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Après, j'ai refait un tour et j'ai vraiment pris le temps en long, en large. C'est tout le long. Ah, oui, ça, bon, je ne veux pas trop indexer parce que, bon, ça, c'est à côté du centre communautaire de bain, pour ne pas dire. Tu les as vendus. Voilà. Bon, voilà. Allez, c'est donc, sans filtre. Sans filtre, voilà. Oui, et il y a un coin où on fait à manger, à boire, ainsi de suite, juste pile. Voilà. Donc, les bordures du canal sont de vrais dépotoirs, de tout genre. Et principalement, il y a une grande voie qui passe par là. Et ce qui a le plus choqué, c'est parce qu'on est repassé par là la nuit. Lors des fêtes, on a essayé de mettre... Tu aimes la zone, finalement? Non. C'est une des artères que j'emploie le plus souvent. Donc, on a essayé de... non. On a essayé de mettre des guirlandes tout au long de la rue. Juste derrière les guirlandes, c'est du dépotoir. C'est-à-dire que la nuit, c'est un peu plus... oui, la nuit, c'est un peu plus... Voir, voilà, mais ça fait mal. Parce que... Bon, allez, c'est vrai que ce constat, nous tous, on l'a fait au moins une fois en passant par là. Luc, ça peut s'expliquer. Et à qui incombe cette responsabilité? Pour moi, ça ne peut pas s'expliquer. Pour moi, ça ne peut pas s'expliquer, surtout que nous sommes à l'ère des communes. C'est l'une des raisons qui a poussé le gouvernement à vite boucler ce processus de décentralisation. Et je crois que les communes, je le dis tout le temps, ne saisissent pas l'opportunité de faire rentrer les fonds. Les communes ne saisissent pas l'opportunité de faire rentrer les fonds. Vous imaginez les bordures là, la commune décide sur fonds propres d'arranger les bordures et de les louer ou de les céder à des personnes qui vont venir faire du business. Ça va rapporter de l'argent. Puisque si on loue, ces personnes qui vont venir s'installer vont forcément payer. À un moment donné, sachons appeler le secteur privé, sachons inciter le secteur privé à investir. Si on n'a pas les moyens pour aller directement nous-mêmes arranger, je parle de la commune, si la commune n'a pas les moyens d'aller arranger tout de suite, la commune peut tout faire appel au secteur privé. Ah, les gars, on a envie ou on veut développer, comment l'appelle-t-on, les abords de notre lagune. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Aujourd'hui, quand nous prenons la plage en face de Palm Beach, c'est ce qui est fait. Beaucoup ont investi et là, c'est plus propre. Ceux qui venaient déféquer là-bas, parce qu'il y a des bars, parce qu'il y a maintenant des boutiques, ils ne peuvent plus venir déféquer aussi aisément comme ça. Au moins là-bas, c'est arrangé, c'est une zone arrangée. La commune peut prendre cette responsabilité, appeler les fils et filles du milieu ou carrément faire, puisque tu n'es pas de cette commune, mais tu es allé histoire de prendre l'air là-bas. Donc, on peut faire un appel dans le Grand Lomé ou sur l'ensemble du territoire. Ceux qui ont envie d'investir, ceux qui ont les moyens d'investir, peuvent venir, on trouve un cadre, on trouve un cadre incitatif, on leur permet d'investir et de créer un truc là-bas qui va permettre en même temps de donner un cadre de récréation aux enfants comme aux adultes et en même temps assurer la propriété de la localité ou la propriété de la zone. Voilà. Non, vas-y, après je continue. En tout cas, c'est fort regrettable parce que moi, ce que j'ai constaté... C'est dans Golf 2. Golf 2. Ah, voilà. Golf 2. Je disais tantôt, c'est fort regrettable parce que ce que j'ai constaté, et les lagunes sont synonymes finalement de dépotoir, hein, parce que de dépotoir anarchique. Là où il y a lagune, automatiquement, les gens se permettent de faire de n'importe quoi. Luc l'a déjà dit. Moi, je pense qu'à l'heure des communes aujourd'hui, il va falloir que les communes puissent réfléchir autrement. Même la question que je me pose une question. Est-ce que, parce que les gens étaient là comme ça, bon, OK, on a voulu faire des communes, on a fait des communes. Est-ce que ceux-là qui sont à la tête des communes, pour diriger, est-ce qu'ils ont l'esprit de créer, l'esprit de développer le milieu? Et sinon, est-ce qu'il y a des formations qui sont... C'est une question que je me pose, voilà. En fait... Bon, oui. Au-delà d'avoir l'esprit de créer tout, c'est-à-dire avant d'être élu, conseiller ou maire et tout ça, c'est que vous avez pris la peine de connaître votre localité. On sous-entend que vous êtes issu de cette localité. Et ce n'est pas possible de vivre dans une localité, surtout que vous avez en charge d'administrer cette localité et vous n'êtes pas en mesure d'avoir des projets, des initiatives qui vont dans le sens de développer la localité ou le bien-être des populations que vous administrez. Au-delà de cette proposition que je viens de faire, où les communes peuvent se faire de l'argent à travers ces initiatives, mais on peut aussi créer de l'emploi. Pourquoi ne pas créer une police environnementale?
on peut créer une police environnementale. Et on sanctionne ces personnes-là qui viennent jeter les ordures, qui viennent laisser les sachets et tout ça là-bas. Je veux qu'on apporte une précision parce que Ben est tellement vaste. Oui. Oui, je crois que c'est à cheval entre Golf 1 et Oui, Golf 2. Oui. Voilà, oui. oui. Je crois bien. C'est à cheval entre les deux communes, puisqu'il voilà. y a une partie de ce côté et l'autre partie. Mais donc maintenant, la lagune se trouve sur quel territoire Non, la lagune, elle traverse les deux. Bon, Elle traverse les deux communes. Donc, mais pourquoi ne pas aller à une action concertée? On peut aller à une action concertée. OK, nos deux communes partagent la lagune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette lagune-là attrayante? Vous imaginez cette lagune-là dans d'autres pays, ce qu'on va en faire, même en Côte d'Ivoire à côté. Ce qu'on peut en faire, mais quand on est là, on nous parle d'Assini à Assini. Eh bien, on ne s'est pas levé un beau matin et puis Assini est devenu Assini. Non, c'est parce que les gens ont investi. On a mis les moyens pour appeler le secteur privé à venir investir. Pourquoi ne pas transformer les abords de cette lagune-là à une zone? Aujourd'hui, si vous remarquez, on manque de ces espaces de loisirs. Tout à fait. Journée de fête, tout le monde à la plage. Journée de fête, tout le monde à la plage. Soirée, vous avez envie de vous recréer comme mon ami Armel autour d'un pot. Non. Pas forcément, on n'a pas besoin de se recréer tout le temps autour d'un pot. Armel vient de prendre une balle perdue. Bon, allez. Des sites où on peut aller se recréer aussi aisément sans forcément prendre un pot. Sur le sujet, M. Aboki, oui. Vous avez fait ce constat aussi? Oui, et j'ai déjà entendu parler de projets. Bonne nouvelle. Avant la décentralisation. Avant? Avant. Ça date. Notamment. Et on en est où? Bon. Très bien. Voilà. Il y a une lagune aussi au niveau du campus, avec une belle vue, qui peut être exploitée. Qu'on peut viabiliser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est allé à la décentralisation, il y a les communes, il y a les maires, mais je pense que c'est une première expérience pour eux aussi. Ils sont en train de prendre leur marque. On leur laisse le temps de s'asseoir. Voilà. Et de bien manger d'abord. Non, pas de bien manger, parce qu'ils sont là pour travailler, pas pour manger. Okay. Il faut qu'ils fassent bien leur travail. Et comme je pense Armel l'a dit, pourquoi ne pas faire des projets et faire des appels à investisseurs au secteur privé? Je pense que autant au Togo qu'à l'extérieur, quand on fera un bon projet sur ces espaces, on trouvera un preneur. C'est clair. Et nous sommes, en tant que secteur privé, disponibles. On reste à l'écoute parce que quoi qu'on dise, c'est la mairie qui doit déblayer le terrain et ouvrir la marche pour que le secteur privé puisse rentrer dedans. Aujourd'hui, sans mentir, les gens ont envie d'investir. Mais dans quel secteur investir? Parce que quand vous voyez les prêt-à-porter, c'est à chaque coin de rue. Les bars, je dis chaque famille a son bar. Voilà, à son bar. Donc, quand il y a de ces espaces, si la mairie arrive à créer les conditions qu'il faut... En soirée, le garage voilà. Si la mairie arrive à créer les conditions qu'il faut... C'est de mettre juste quelques chaises et table et c'est bon. Oui. Si les mairies arrivent à créer les conditions qu'il faut, je crois qu'il y a beaucoup de sous à se faire. Parce que dès que vous créez les conditions, les gens vont venir investir. Et quand ils investissent, c'est que derrière, ils doivent payer les taxes. Et c'est ça qui fait que on dit une mairie a plus de potentialité, a plus d'atouts que d'autres mairies. Moi, je vois ces lagunes-là dans d'autres communes. Je vous assure qu'aujourd'hui, on serait très poussé à aller vers ces lagunes-là. Donc, je crois que les maires... Quelle commune, par exemple? C'est sans filtre. Non, quand on fait bien, il faut encourager. Oui, je n'ai pas envie de donner des exemples. Je n'ai pas envie de donner des exemples. Tous les maires n'ont qu'à se mobiliser pour mettre ces endroits-là à profit et permettre aux populations... Non. Aux populations de bien vivre. Concernant le projet dont parlait mon cher... Concernant le projet dont parle mon cher Aboki, pour au niveau du campus, c'est une question de volonté. Les projets, il y en a. C'était un bon projet, mais ça n'a pas été concluant. Voilà, il faut savoir pourquoi. Il y a des projets, maintenant il faut avoir la volonté de réaliser ces projets. Aujourd'hui, le secteur du tourisme est devenu très terrible et partout. C'est ce qui différencie quand on prend par exemple le Togo et puis la Côte d'Ivoire, ou bien même le Ghana. Même le Bénin aujourd'hui. Oui, même. Voilà, un bon projet le long de cette lagune, je pense que même côté le secteur touristique du Togo, ou bien de la commune, va exploser. Mais avant d'en arriver là, il faut que, je pense que les maires doivent faire un travail pédagogique. Parce que quand on ne sait pas qu'on ne doit pas jeter
ces ordures dans la lagune. Quand on ne sait pas qu'on ne doit pas mettre, connecter, que ça continue. Celui qui prend les ordures de chez lui à la maison, il vient, excusez-moi, mais il vient, il jette ça dans une lagune. Vous allez me dire que cette personne-là ne sait pas qu'il ne faut pas jeter ça là dans une lagune. Non, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. La pédagogie, on en a assez fait. La sensibilisation, on en a assez fait. Sanctionner, donner des amendes. Nos communes ont besoin de sous, nos communes ont besoin d'argent pour payer les contracteurs qui sont là et tout, et réaliser d'autres projets. Sanctionner. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on s'arrête là. Armel, merci pour ce coup de gueule. Luc, tu as arraché la voiture, tu n'as pas épuisé ta cartouche. Bon, allez, 10 secondes hein, pour terminer. Non, je vais juste conclure. Mais sauf que d'habitude, celui qui dit de sanctionner tout le temps, c'est moi. Okay. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il est chaud pour sanctionner. Quand je dis qu'il faut d'abord faire une pédagogie et après amener les gens vers la sanction. Mais bon, pour conclure, je pense que ce sera un plus pour tout, pas seulement pour la commune, pour tous les Togolais. Parce que ceux qui vont prendre de l'air là, ce n'est pas seulement les habitants de cette commune. Et je tiens à préciser aussi sur le plan touristique. Aujourd'hui, c'est un moteur de développement économique pour un pays. Luc a donné l'exemple de Assini. On peut en faire parce qu'on a une très belle lagune. Donc, merci de faire de la pub pour les autres. Allez, merci. Bien. Et on salue les maires qui font déjà bien, qui font déjà du bon boulot. C'est vrai, on l'a toujours dit, toutes ces communes sont de nouvelles communes, mais il y a quand même des maires qui se démarquent. Oui, des autres, en tout cas en proposant de belles choses dans leur commune. Merci. Et je profite aussi pour dire bonsoir à Madame Belei de la TDE. Merci. Juste une petite transition et on revient pour la suite de l'émission. Établissement du calme, Dieu s'en charge. Il y a la qualité à petit. Les établissements du calme Dieu s'en charge vous plongent dans l'univers des appareils de qualité haut de gamme. Des téléphones portables de diverses marques avec leurs accessoires, des appareils électroménagers de dernière génération de toutes sortes et d'autres appareils utiles au quotidien. Nous sommes en face de la grande antenne Wi-Fi au bord du goudron en foin à Amélie-Landric-Bourg, centre non loin de la radio RVV et à côté de l'agence UTB à Tabligo. Téléphone 91 07 95 39. Aux établissements du calme Dieu s'en charge, la qualité à un prix forfaitaire. Établissement du calme, Dieu s'en charge. Retour sur le plateau pour la deuxième partie de votre émission et nous recevons sur le plateau pour vous, monsieur Akousan Kwasi Maololo, champion de la 4e édition du concours national de slam patriotique du Togo. Ah, on va quand même l'accueillir, les gars, soyez gentils, c'est champion. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Super. Ah, joli et magnifique trophée. Ouais. Merci. Ouais. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. Présentez-vous, mieux aux téléspectateurs. Moi, c'est Akousan Kwasi Maololo, Alta Civil. Je suis artiste slammer et mon nom d'artiste, c'est Maololo. Je suis le champion en titre du championnat national slam patriotique de cette année. Bravo. Merci. Vous voulez bien nous rappeler un peu le processus qui a conduit, en tout cas, à la finale et surtout ce trophée-là que vous avez remporté? Ok. La compétition, tout d'abord, cela a commencé par l'envoi des vidéos de 2 minutes. Nous devons envoyer une vidéo de 2 minutes et les critères étaient simples. Il y avait la note du jury et la note, comme on dit, des votes. Et les votes étaient à 200. Nous étions 33 candidats. Et après, il y avait 12 en finale. Et sur ces 12 personnes-là, je suis sorti finaliste. Et il y avait le vote du jury qui était à 80% et le vote du public à 40%. À 20%, voilà. À 20%. Donc, on a combiné les deux, voilà. Et sur le premier, et je remporte une moto. Une moto avec un son, un clip vidéo et d'autres lots aussi. D'accord.
Vous allez donc enregistrer un son. Oui. Offert par l'organisation, c'est ça? Oui, ACES Afrique. Voilà, que nous saluons. On salue le seul soldat qui ne grandit jamais en grade. Voilà. Depuis qu'on l'a connu, il est caporal. Bon, ouais, et puis, effectivement. voilà, très bien. Caporal Wisdom. Et en tout cas, félicitations. Le trophée, il est vraiment magnifique. Luc? En tout cas, je vous jette des fleurs parce que moi, j'aime beaucoup écouter du slam. On apprend beaucoup au-delà des tests qu'il faut bien écrire. Il faut dire que le slam n'est pas donné à n'importe qui. Il faut vraiment être une tête pensante pour l'écrire. Félicitations pour cela. Maintenant, quel est le morceau qui vous a... Qu'est-ce que vous avez dit ou quel est le morceau qui vous a permis de gagner? Quel était le message dans ce morceau? Qui a convaincu? Voilà. Et selon vous, quel est ce plus? Parce que quand j'ai vu les compétiteurs, tout le monde était pétri de talent. Maintenant, qu'est-ce qui vous a démarqué des autres? Je dirais que c'est déjà la créativité. La créativité, parce que moi, le thème, à la base, c'est un slam contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Et moi, j'ai pris, mon test est intitulé « Monsieur l'Univers ». Et j'ai pris Monsieur l'Univers comme une personne qui est souffrante. Et donc, j'ai fait le bilan de Monsieur l'Univers. Donc, je pense que c'est tous ces aspects-là qui m'ont permis d'être le champion. Donc, ouais, je peux faire un extrait. Univers 228 ou Univers Univers Afrique. Parce que ça parle du Togo, ça parle de d'autres pays aussi. Très bien. Voilà. Oui, peut-être avant, réaction, Samuel, Armel? Moi, en tout cas, je l'ai dit d'abord, félicitations. Et au-delà de tout, est-ce que déjà le single qu'on vous offre, c'est ce que la chanson qui vous a fait gagner, que vous allez produire, ou bien vous pensez carrément offrir une autre chose? Pour le test qui m'a fait gagner, nous aurons un cypher à faire ensemble. Et le son que je dois faire, c'est un morceau propre. Personnel. Ok, d'accord. Okay. Super. Armel. Voilà, Marc, vous êtes artiste confirmé ou bien c'est débutant? Le concours, c'était pour les artistes confirmés ou bien... C'est artiste en arbre. Je n'ai pas voulu dire ça. La compétition est ouverte à tout le monde, que tu sois amateur, débutant, professionnel. Voilà, dès que tu aimes la scène et que tu veux te lancer un défi, voilà, le slam patriotique est ouvert pour toi. Très bien. Très bien. Monsieur Aboki, il l'a dit, hein, c'est la troisième fois qu'il s'est présenté et la troisième a été la bonne. Je crois que ça doit inspirer en tout cas tout le monde. C'est pas parce qu'on a échoué une première fois qu'il ne faille pas recommencer. Oui. Absolument. Je voudrais d'abord le féliciter. Merci. Et en entrepreneuriat également, on échoue tout le temps. On se relève à chaque fois. Et c'est ça qu'on reconnaît, la résilience de nous, les PME, PMI. Donc, il a été résilient et aujourd'hui, il y a le succès au bout de l'effort. Donc, félicitations encore une fois. Et la question que moi j'ai envie de lui poser, est-ce que vous êtes artiste de métier ou bien vous faites quelque chose en plus de ce que vous faites déjà? Ouais. Je dirais que je suis artiste de métier parce que tout ce que je fais rime avec l'art. Je suis animateur social aussi. Je vais dans les orphelinats faire des animations avec les enfants et dans les établissements. Donc, en gros, voilà, tout ce que je fais, ça rime forcément avec l'art. Mais j'ai ma licence en sociologie. Très bien. Merci. Super. Allez, maintenant, on passe au slam. OK. Moi, c'est Monsieur l'Univers. Si je ferme les yeux, je laisse parler mon cœur, vous envahira un long frisson, une mélopée chanson triste des champs de mine. Ville désertée à coups de fusil, à grenier pillé, bétail emporté. Chanson plaintive, glauque, sombre, dépeçante. Ma tête est mise à prix. J'ai vu trop de rêves étouffés par l'ampleur apocalyptique de pseudo-foi. Sabre qui suinte du liquide rouge, Kalachnikov à point. De prophète, l'extrémisme, le terrorisme. Aux chaises ensanglantées du djihad, c'est le dos tourné, ligoté que j'ai vu le vrai visage scandant. Allahu Akbar. Boum. Assommé, noir, pleurs, silence. Aux dernières nouvelles, j'étais un infidèle qu'ils ont décapité sur la place du village, accompagné d'une recrue déserteur. Et à la pleure sur les décombres de la mosquée de Mogadiscio, entre désarroi et terreur, avec la promesse avortée des 77 vierges pour les fils de pute, voleurs, violeurs et ébouchés. Allah se cache quand on sanglote et saigne le Nord Togo, terre hospitalière souillée, Pendjal et tonnes ensanglantées, des morts dans les bras de Tolède et de Nigou. De pauvres gens égorgés dans le riche sommeil. Au marché de Mopti, jonche les rues de l'enfer et à la pleure. Moi, c'est Monsieur l'Univers.
et mon bilan de santé ne me rend pas si fier. Trop d'inégalités, de préjugés dans ma vessie. Le phallus de ma justice ne se lève plus chaque matin. Le nez de ma quiétude saigne. Une forte hémorragie. L'insuline de ma sincérité a chuté. L'urine de mon vivre ensemble révèle le diabète. Le rachis de ma tendresse est dégénéré. Je suis à la quête d'un corset de bien-être. J'ai trop inhalé les toxiques de l'ethnocentrisme, du rigorisme extrémiste au chef faussement pédant, tombant dans la falaise de l'excès de l'exaction. Ma placé la pneumonie. Piqué par l'anophèle du racisme, faible en harmonie, les trophozoïdes sont présents dans le sang de mon indulgence. Le cœur de mon accointance a des situations très creuses. Chaque instant, la soupe des conflits, des violences me donne une diarrhée affreuse. Moi, c'est Monsieur l'Univers. Et dans l'urgence de cet instant, je prie pour qu'on se réveille, pour qu'on veille, pour qu'on veuille bien mettre en veille l'incompréhension, la discrimination, l'extermination, la ségrégation et toutes les formes de violation. Moi, je m'appelle Monsieur l'Univers. Alors, dans l'urgence de cet instant, désactivons les cascimes de la haine, de la vengeance dans les smartphones de nos identités. Dans Mons des Moussiquets imprégné d'impartialité, de la tolérance. Que le musulman s'appelle François, que le catholique s'appelle Falak. Que toutes les religions reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Que tout le monde reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Et que la différence entre nos vêtements, nos comportements, nos religions, nos usages, coutumes et croyances ne soient pas des signaux de persécution, plutôt une pièce motrice pour le développement durable humain. La différence, elle n'a jamais tué. Alors, soudons nos liens par nos différences. Merci. Je n'ai pas entendu des applaudissements, les gars. Super. Merci beaucoup. Monsieur l'Univers. Oui. Oui. Réaction rapidement. Oui. Moi, je me retrouve vraiment tout de suite là, les 2 minutes, là, j'étais là. En tout cas, je vais plus inviter les gens à écouter du slam parce que lorsque vous vous concentrez, quelle que soit en tout cas votre émotion, il y a quand même un message que vous allez capter et ça va forcément générer quelque chose dans votre vie. Là. Ouais. Je pense qu'il mérite plus que le trophée qu'on lui a remis. Oui, mais il y a la méthode. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Il n'y a pas que le trophée. Parce que le texte, ça dit tout. Et quand on écoute vraiment, on est forcément touché. Félicitations à lui, bon courage. Le slam, c'est un exercice qui est vraiment très compliqué, surtout dans la rédaction du texte. Voilà, félicitations à toi. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut une moto, une voiture. Une moto, c'est bon, voilà. Prochainement. Il faut qu'on accompagne l'initiative pour permettre à l'organisateur, peut-être, pourquoi pas, de donner une voiture. Je te donne ma voiture. L'année prochaine. Oui, Luc. Merci d'avoir partagé ce beau test avec nous parce que quand j'écoute le test, je vois les conséquences du terrorisme, je vois un appel à l'acceptation de l'autre, je vois un appel à l'union, à l'amour, à l'acceptation de l'autre dans sa religion. La religion ne doit pas être une barrière qui nous sépare, non. C'est un test qui résume les maux que vive la société aujourd'hui. Merci pour ce beau test. Et j'espère que tu vas retravailler ce test, pas l'améliorer, non, il est déjà bon, mais le sortir en morceaux pour qu'il puisse parler à beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, c'est le trophée national. Vivement le trophée régional et pourquoi pas international. Donc, super. On croit en vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Akousan Kwasi. Merci d'être venu partager ce bon moment avec surtout ce beau message avec nous, avec tous les téléspectateurs. Et à travers vous, on dit aussi bravo à Caporal Wisdom qui, depuis, voilà, on va dire 4 ans, se bat pour maintenir en tout cas, la flamme du slam à ce niveau. Oui. Oui, voilà. Donc, bravo à lui, à sa structure. Vivement qu'il ait plus de moyens, parce que dans notre pays, c'est ça le vrai souci. On a de belles idées, on a de belles initiatives, mais derrière, voilà, le financement manque, l'accompagnement n'y est pas du tout. Il faut avoir organisé pour comprendre. Voilà, c'est difficile, mais vivement qu'il ait des moyens pour pouvoir donner plus. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser un contact. C'est le 97 24 48 97 24 48 oui. 96. 96. Oui. C'est ça que j'avais noté. Hein? 97 24 voilà. 48 96.
Monsieur Akousan Kwasi Maulolo, Monsieur l'Univers. Monsieur l'Univers. Bon, vous permettez, pour une dernière fois, oui, magnifique. Je vous le passe, hein, oui, très joli trophée. Au-delà du trophée, nous voyons un instrument symbolique de notre tradition. On en parlait tantôt. Tout à l'heure, oui. Même si Samuel est contre. Oui. Samuel est c'est un instrument de musique et un canal de transmission de messages de chez nous. Le gong. Voilà, et c'est très bien que ça soit représenté ainsi pour ce que vous faites. Celui qu'on va toucher aussi. Non, oui, vas-y. C'est du bois, c'est pas du fake. Ouais, non, c'est pas fait en bois. Hein. Très joli. Peut-être à partir de cet instant, tu vas aimer le... Non, j'avais pas dit que j'aimais pas le gong. Allez, merci beaucoup à vous, on vous raccompagne. Et monsieur Akousan Kwasi, merci d'être passé dans cette émission. Voilà, on va dire à tout moment. OK? Oui. Voilà. Si on peut toujours faire quelque chose, n'hésitez pas. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci bien. Et à très bientôt. Super. On le raccompagne, s'il vous plaît. Voilà, c'était à l'instant monsieur Akousan Kwasi, je rappelle, champion de la 4e édition du concours national de slam patriotique du Togo. Merci. Vous restez avec nous juste un court instant et on revient avec notre invité pour la suite de l'émission. Le plateau avec M. Aboki Kokou-Vignon, je rappelle, président du groupement togolais des PME-PMI, une association professionnelle membre du Conseil national de patronat. Monsieur Vignon, d'abord, comment se porte le groupement des petites et moyennes entreprises que vous présidez? Quels sont ses objectifs? Merci, M. Magloire. Merci encore pour cette invitation. Effectivement, le groupement togolais des petites et moyennes entreprises se porte bien. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions en Assemblée générale ordinaire où nous avons fait le bilan, on va dire, de la dernière année d'activité, puisque le bureau exécutif que je préside a été mis en place en février 2022. Donc, après un an, il était important de faire le bilan. Alors, pendant qu'on installait ce bureau, l'un des principaux, sinon les principaux défis était de restaurer, on va dire, la notoriété du groupement, autant vis-à-vis des partenaires que vis-à-vis de nos membres. Mais avant, pour rappeler peut-être rapidement les objectifs du groupement, ce groupement a pour vocation de contribuer au développement et à la croissance des activités de ses membres et des PME-PMI de façon générale. Cette contribution au développement des activités se fait, on va dire, sur 4 axes. Le premier axe, c'est la synergie, synergie entre les membres, synergie en termes d'activité, en termes d'expertise, en termes d'expérience. Le plaidoyer pour l'accès au financement, le financement qui est le problème le plus important que toutes les entreprises évoquent. Le nerf de la guerre, voilà. Et la formation et le renforcement de capacités. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui évolue très rapidement. Et il est important, autant pour les dirigeants que leurs employés, on va dire, de se maintenir à niveau. Et le dernier axe sur lequel on est quand même assez en avance, c'est la représentation. Représentation vis-à-vis du CNP, entre autres, vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Alors, il faut reconnaître que le groupement est passé par une période de difficultés où on a été un peu absent, on va dire. Bon, dans un passé récent, il y a eu la Covid. Il y a eu la Covid qui est passée, tout le monde est rentré dans sa coquille. Et il faut le rappeler, ce groupement a été créé depuis 1988. Depuis 1988, donc, il y a eu des moments de gloire. Les aînés avaient vraiment beaucoup travaillé avant que la relève ne soit passée aujourd'hui. Malheureusement ou heureusement, c'est selon, ça s'est fait dans des conditions assez délicates, mais
le nouveau exécutif, on va dire, est majoritairement jeune, comme vous pouvez le constater. Donc, il y a de l'énergie, il y a du sang neuf. Donc, on essaie de faire les choses bien. Donc, en termes de bilan, on a eu un peu plus d'une vingtaine d'adhésions l'année dernière. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup, mais de là d'où on vient, c'est déjà un premier pas. On est resté actif, où on a redémarré des partenariats dans une dizaine de cadres. Et aujourd'hui, pour revenir sur les axes sur lesquels on travaille, la difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes avant tout des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise avec leur quotidien, leurs difficultés, leurs challenges. Et de l'autre côté, il y a le groupement. Donc, quelque chose d'important que nous avons fait quand le bureau a été mis en place, c'est de faire le diagnostic de la situation. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce que nous pouvons faire. Alors, on a mis en place un projet de renforcement de la capacité institutionnelle du groupement qui doit nous permettre d'asseoir véritablement l'association, avoir un personnel permanent, développer des services à nos membres, nous installer dans toutes les régions du pays. On a actuellement des points focaux. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir véritablement des bureaux du groupement et communiquer véritablement par rapport à nos actions. Donc oui, le groupement se porte bien. Très bien. Il y a déjà quelques mois, la charte des TPME a été adoptée. Comment vous l'appréciez? Alors, la charte des TPME aujourd'hui, c'est notre cheval de bataille. Parce qu'on dit souvent que les PME, PMI sont le moteur de l'économie. Le défi aujourd'hui pour le Togo, si je puis me permettre, c'est de véritablement faire en sorte que les TPME puissent jouer ce rôle-là de moteur de l'économie. Et la charte, à mon humble avis, peut aider à beaucoup. Alors, c'est quoi d'abord la charte? La charte, c'est en fait un cadre que l'État a mis en place. Et dans ce cadre-là, on essaie dans un premier temps de catégoriser les entreprises. Les PME, PMI que nous sommes aujourd'hui, il y a 4 catégories. Il y a la nano, qui a un chiffre d'affaires entre 0 et 5 millions. Alors, il y a la micro, qui a un chiffre d'affaires entre 5 millions et 30 millions. Il y a la petite, qui est entre 30 millions, 150 millions, et la moyenne entre 150 millions et 1 milliard. Alors, l'esprit de la charte, c'est de faire en sorte qu'une entreprise qui est catégorisée aujourd'hui dans une classe X puisse, après un certain temps, migrer à la catégorie supérieure. Et le délai, par défaut, que la charte a prévu, c'est 5 ans. Au-delà de cette catégorisation, la charte a prévu un certain nombre de mesures d'aide et d'accompagnement pour aider ces entreprises-là à migrer. Et ces mesures vont du financement, de la garantie, de la formation, de la sous-traitance, de l'incitation fiscale, de l'incitation à se délocaliser dans la région et les mesures spécifiques qui prennent en compte les difficultés particulières spécifiques de l'entreprise et on adapte l'accompagnement pour que l'entreprise puisse quand même aller de l'avant. Et aussi l'accompagnement des entreprises en difficulté. Parce que quand vous êtes en difficulté, quand vous n'avez plus de moyens, la charte prévoit également des dispositifs pour vous aider à sortir du rouge. Voilà. Luc? Alors, vous avez parlé de ces 4 catégories que nous avons au niveau des TPME par rapport à la charte. Maintenant, dites-nous, est-ce que ces catégories, depuis le 1er janvier dernier, l'État a relevé le SMIC qui est passé de 35 000 à 52 500. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces entreprises, le paiement du SMIC est vraiment effectif? Très bonne question. Alors, oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui,
Je pense qu'il ne faut plus l'expliquer. Non, pourquoi? Non, parce que dans un premier temps, il y a des entreprises qui n'avaient pas prévu cette augmentation de charges dans leur budget. Alors, je m'explique. Je vais faire une petite genèse de la mise en place du SMIC pour que les auditeurs et vous puissiez, téléspectateurs, voilà, puissent mieux comprendre. Alors, tout est parti de septembre 2019, lorsque les autorités ont revalorisé, comment on appelle ça pour la fonction publique, la valeur indiciaire, voilà, de 10%. Et je pense qu'il y avait un dispositif pour le transport aussi hors bulletin qui a donné le sourire aux fonctionnaires. Voilà. Et ça, c'était, quand on parle de valeur indiciaire, c'est uniquement pour le secteur public. Alors, pour le secteur privé, le patronat s'est dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le panier de la ménagère. Donc, rapidement, le patronat a organisé une assemblée générale et a convoqué toutes les associations professionnelles membres. On a discuté de la revalorisation du SMIC et à la suite de cette assemblée, le patronat a entamé des discussions, des négociations avec les centrales syndicales. C'est vrai, on était à l'unanimité d'accord pour l'augmentation du SMIC parce qu'avoir le niveau de vie, c'est normal. Alors, la grande interrogation, c'est qu'on ne savait pas exactement quand ce sera fait et dans quelle proportion. Puisque dans les négociations, les montants allaient de 50 000, 55 000 jusqu'à 60 000. Après, il fallait couper la poire en deux. Alors, si vous voyez le communiqué de conciliation, on va dire, entre les centrales syndicales et le patronat qui a validé l'adoption du nouveau SMIC, ça a été signé le 31 décembre 2022. Donc, déjà, l'application a suivi le 1er janvier, alors que, voilà, beaucoup d'entreprises avaient déjà, enfin, un certain nombre d'entreprises avaient déjà calé leur budget. Alors, pour les entreprises de taille moyenne, comme je le disais tantôt, chiffre d'affaires entre 150 millions et 1 milliard, pour la plupart des industries, ont cette capacité-là de gérer cette situation. Et la plupart même payaient déjà au-delà du SMIC. Maintenant, pour les nanos et les micros, qui sont les plus fragiles, c'était compliqué. Donc, c'était le défi. Ça a surpris les gens et c'est pourquoi, dans certaines entreprises, ce n'est pas appliqué. Alors, le deuxième aspect qui a fait que le SMIC trouve parfois des difficultés, c'est l'interprétation. Alors, dès qu'on a annoncé l'augmentation du SMIC, 35 000, 52 500, tout le monde s'est dit, OK, mon salaire augmente de 50%. Alors que SMIC, c'est salaire minimum interprofessionnel garanti. Alors, c'est pour ceux qui, en réalité, gagnaient vraiment un montant en dessous de ce qu'on a fixé. C'est-à-dire que l'ancien SMIC était à 35 000, c'est passé à 52 500. Ça veut dire que si avant vous étiez à 35 000, on remonte à 52 500. Vous étiez à 35 000, 40 000, 49 000, voilà. 50 000, vous allez à 52 500. Vous allez à 52 500, minimum. Alors, si vous étiez déjà à 60 000, 75 000, 100 000, bon, ça ne vous touche pas. Alors, il y a eu cette confusion-là au début, et le patronat, en collaboration avec les centrales syndicales, avec la Chambre du commerce, et même avec la JET, qui n'était pas vraiment concernée, mais a voulu quand même nous prêter main forte, et la fonction publique, le ministère de la fonction publique, disons. On avait fait une tournée à l'intérieur, notamment Cara, pour expliquer, où on a fait venir les entreprises des zones environnantes, de Dapaon jusqu'à Cara, pour expliquer. On a fait le même exercice à Tapamé, où les gens de Sokodé voilà, sont descendus. Et c'est là qu'on a compris que vraiment, il y avait une confusion. Il fallait recadrer. Il fallait que les gens n'avaient pas compris. de la pédagogie. Et le dernier point qui fait que
le SMIC n'est pas pris en compte. Comme je le disais tantôt, c'est la fragilité des micros et des nanos. Vous avez quelqu'un qui a son petit commerce avec, je ne sais pas, 4 ou 5 agents qui paye même difficilement le SMIC. Et du jour au lendemain, on lui dit... qui paye l'ancien SMIC. Difficilement l'ancien SMIC. Et aujourd'hui, voilà, brusquement, on lui dit paye 52 500. Bon, c'est compliqué. Après, il faut discuter avec ses employeurs. Sur la question, on a approché M. Laurent Tamignon, qui est le président du Conseil national du patronat. Oui. Il s'exprime également, on le suit et puis on le voit. Vous savez qu'aujourd'hui, le secteur privé a fait beaucoup d'efforts, notamment par la révalorisation du SMIC, par la révalorisation du transport, et puis l'assurance maladie universelle qui aujourd'hui est de mise. Alors, vous comprenez que ça fait un bon petit paquet quand même dans le budget des entreprises. Nous nous attelons à y arriver. Il va de notre intérêt parce que mieux les travailleurs se portent, mieux nos entreprises vont bien. Il y a eu beaucoup de difficultés, je l'avoue, au niveau du SMIC, de par la date de l'application, le 1er janvier, alors que c'était juste le 30 décembre que l'arrêté a été annoncé. Les entreprises avaient déjà arrêté les budgets et c'était un peu compliqué. Mais il faut avouer que toutes les entreprises s'y attendaient. Pourquoi? Tout simplement, vous savez que peu avant, le chef de l'État avait pris la décision de revaloriser les salaires avec 10% sur la valeur indiciaire et de revaloriser les transports. Et c'était au niveau des agents de la fonction publique. Le secteur privé, à son tour, avait le devoir de faire la même chose afin d'améliorer le panier de la ménagère et de sauver tant soit peu l'inflation. Ce qui nous a amené à revaloriser le salaire. Et nous ne sommes pas partis de main morte. De 35 000, on est parti à 52 500, ce qui fait environ 50%. Alors, il était clair que beaucoup d'entreprises ont eu des difficultés à démarrer à la date du 1er janvier. Néanmoins, toutes les entreprises avaient la possibilité de faire une négociation interne avec les employés afin de déterminer le mois à partir duquel le SMIC va être mis en application. Mais attention, cela doit rétroagir. Si dans une entreprise, on s'entend pour démarrer au 1er trimestre de l'année ou au 2e trimestre de l'année, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier jusqu'à cette date, on doit rétrocéder aux travailleurs la différence qui était sur le SMIC. Et ça, nous avions été suffisamment clairs. Le deuxième problème auquel on a eu à faire face, et d'ailleurs on a eu à faire une mission à l'intérieur du pays avec les partenaires sociaux et le gouvernement, notamment avec le ministre du Travail lui-même, on s'est aperçu qu'il y a une mauvaise interprétation de l'arrêté. La révalorisation du SMIC, qui passait de 35 à 52 500 et qui faisait 50%, les employés pensaient que la même chose doit être faite sur toute la grille, ce qui est une erreur. Et les entreprises ne pourront en aucun cas supporter ce changement. Nous avions demandé expressément aux entreprises, en respectant le SMIC qui a été demandé, de regarder en bon père de famille comment ajuster le reste de la grille
afin de favoriser, d'intéresser les autres travailleurs pour qu'il n'y ait pas de mécontentement. Et ceci, nous avions promis que ça ne serait pas de longue durée, puisque la convention collective interprofessionnelle que nous appliquons, que nous pratiquons aujourd'hui, date de 2011. Donc, aujourd'hui, elle est dépassée, il faut la mettre à jour. Et pour ce faire, dans la nouvelle convention que nous allons faire, il y aura 2 nouvelles grilles qui vont tenir compte du SMIC, et là sera applicable à toutes les entreprises. Alors, ce serait une question de temps et de patience. Et j'avoue que les conventions collectives ne s'élaborent pas du jour au lendemain. Il y a toute une procédure et ça va prendre un peu de temps. Mais en attendant, il faudrait qu'au niveau des entreprises, ils puissent gérer en bon père de famille la situation de leur personnel. Très bien. Voilà. C'était là l'intervention de M. Laurent Tamignon, président du Conseil national du patronat, sur la question du SNID. Samuel, pour la suite. J'ai une question pour l'invité, oui, parce que j'ai eu cette question depuis, et puis il y a des gens qui se posent cette question. Je voudrais peut-être qu'il essaie de nous expliquer. Aujourd'hui, en tant que peut-être une petite entreprise, quel est l'intérêt à peut-être adhérer au groupement dont vous présidez, en tout cas? D'accord. Merci pour la question. Comme je l'avais décliné tout à l'heure, l'objectif du groupement, c'est de contribuer au développement et à la croissance des activités de ses membres. Et comme on le dit, nous sommes de petites entreprises. Quand on veut aller loin, on le dit souvent, quand on veut aller loin, on est seul. Quand on veut aller vite, on est seul. Mais quand on veut aller loin, voilà, ensemble. Donc, quand on est une petite entreprise, il y a des ressources auxquelles on n'accède pas facilement. Alors, mutualiser nos efforts en un groupement nous permet d'accéder à des ressources qu'individuellement, nous ne pouvons pas y accéder. Je vais donner un exemple. L'année dernière, avec le concours du patronat et du PNUD, il a été mobilisé la somme de 430 millions pour aider les entreprises femmes dans le contexte de l'ASLECAF. Alors, ce financement était venu en subvention pour leur activité, pour leur permettre de renforcer leurs capacités, d'acquérir des équipements et d'optimiser leur production et leur activité. Donc, c'est une opportunité auquel elles n'auraient pas accédé, par exemple, si elles étaient isolées dans leur coin pour faire cavalier seul. Au-delà de ça, en termes de formation, je le disais tantôt, nous sommes dans un environnement qui évolue très rapidement. Vous êtes dans un secteur où vous avez besoin d'une expertise. Cette expertise-là, peut-être, elle vaut, je ne sais pas, 2 millions, si vous voulez vous former dans ce domaine-là. Si vous êtes 10 à vous regrouper, le groupement a par exemple des partenariats, notamment via le patronat, où on peut venir peut-être un expert. Il viendra nous former et au lieu de 2 millions individuellement, vous payez peut-être 200 000 ou 250 000. C'est un exemple parmi tant d'autres. En termes de financement, je vais donner un autre exemple pour finir rapidement. L'année dernière, il y a un membre qui avait sollicité un financement auprès d'une banque. Il a demandé 75 millions. On lui a donné 2 semaines de délai. Après 1 mois, il n'avait pas de retour. Il s'est adressé à l'association et comme nous avons, on va dire, des points focaux, des contacts dans un certain nombre d'institutions financières, quand on est allé aux informations, on a réalisé qu'en réalité, on ne pouvait lui accorder que 50 millions. Alors, pourquoi ne pas dire au monsieur, voilà, vous avez droit seulement à 50 millions et il essaie de voir comment réajuster son projet ou s'il faut aller chercher le complément ailleurs. Donc, c'est autant d'atouts que le groupement peut apporter. Et le dernier volet, la représentation, sur lequel nous sommes plus en avant,
vis-à-vis de certaines institutions, une entreprise seule individuelle ne fait pas le poids. Mais quand vous êtes un groupe organisé, l'interlocuteur en face est plus attentif. Quand je prends l'État, par exemple, une entreprise seule ne peut pas se lever pour aller dire à l'État, voilà, je paye, j'ai des difficultés au niveau des impôts, j'ai des difficultés pour obtenir des financements, j'ai des difficultés de formation. L'État ne va pas le regarder. Mais si vous êtes organisé, vous dites à l'État, chers partenaires, l'année dernière, nous avons contribué peut-être pour 40% du PIB. Notre effectif représente peut-être 60% des emplois du pays. Voilà, donc nous avons des difficultés en termes de fiscalité, nous avons des difficultés dans tel aspect. Nous pensons que si vous l'ajustez, nous pourrions l'année prochaine ou dans 2 ans contribuer, au lieu de 40%, c'est 50%. Là, l'État sera plus attentif. Donc, c'est quelques avantages voilà, d'adhérer, de se mettre ensemble. Voilà. Je vais revenir au SMIC. Oui. En tant que président du groupement des petites et moyennes entreprises et industries, quel mécanisme offrez-vous à ces micro-entreprises ou industries voilà, pour les permettre à augmenter leur chiffre d'affaires pour pouvoir à terme payer le SMIC à leurs employés? Augmenter le chiffre d'affaires. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Peut-être développer leur activité, un plan de développement commercial, ainsi de suite, quoi. Oui, aujourd'hui, ce qu'on reproche le plus souvent aux PME, PMI, notamment les banques vers lesquelles nous allons pour demander le financement, c'est entre autres la qualité du management. C'est le plus souvent des gestions à vue. Ou peut-être quand le dirigeant n'est pas là, tout le système est, voilà. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est, on va dire, éduquer les entrepreneurs à la gestion, former les entrepreneurs à la gestion. Quand je prends, par exemple, l'achat des TPME qui a été adopté et qui est en phase d'opérationnalisation, très récemment, ils ont lancé un appel à candidature pour former les TPME à la gouvernance. Parce que quand vous ne savez pas où vous allez, vous ne pourrez pas évaluer les charges, évaluer les revenus et calibrer le nombre d'employés dont vous avez besoin, les dépenses que vous devez faire, ni confondre l'argent de l'entreprise avec votre propre poche. C'est le plus important. Voilà. C'est très important. C'est ce qui se fait malheureusement. Donc, c'est sur ces éléments-là que nous essayons de travailler en attendant d'avoir peut-être des soutiens extérieurs, notamment des partenaires techniques et financiers, et surtout de notre partenaire aussi, l'État, pourquoi pas. Très bien. Et vous allez vous adresser aux jeunes entrepreneurs qui se battent encore pour réussir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, les jeunes entrepreneurs qui se battent pour réussir, alors ce qui est important, c'est d'avoir un projet d'entreprise. Il ne faut pas juste créer l'entreprise parce qu'on a trouvé une opportunité ponctuelle qu'on veut exécuter. On a fait ce constat-là lorsque la BCAO avait lancé son dispositif de soutien au financement des PME. On a fait une tournée à l'intérieur et on s'est rendu compte que certains entrepreneurs, ils ont une opportunité parce qu'on a dit peut-être que l'État octroie 25% des marchés aux jeunes et aux femmes chefs d'entreprise. Il y a un marché, on l'exécute et puis on attend. C'est quoi la suite? Donc ça, cette entreprise-là ne sera pas viable. Donc c'est important d'avoir un bon projet d'entreprise, d'être rigoureux dans ce qu'on fait et surtout ne pas s'arrêter au premier échec. Si on devait s'arrêter au premier échec, je pense qu'il n'y aurait pas d'entreprise, il n'y aurait pas beaucoup d'entreprises. On a eu l'exemple du monsieur Slammer tout à l'heure. Oui. Donc il faut surtout être résilient et aller à l'information. Aujourd'hui, les entrepreneurs et surtout les jeunes entrepreneurs ne vont pas à l'information.
pour les startups, aujourd'hui, l'État a mis en place beaucoup de mécanismes pour vous aider à amorcer votre activité. Donc, il faut être au fait de ces informations et bénéficier de ces dispositifs de soutien pour aider l'entrepreneur quand même à évoluer. Voilà. Et parlant de l'État qui également est votre partenaire, oui. Qu'est-ce qu'il a fait, surtout ces dernières années, peut-être pour soulager un peu le secteur privé? On a posé la question à M. Laurent Tamegnon. On l'écoute et puis on revient pour conclure l'émission. Non, une chose est sûre, l'État a beaucoup fait. L'État a beaucoup fait. D'ailleurs, je profite encore une fois de cette opportunité pour témoigner la gratitude du secteur privé au chef de l'État et à tout le gouvernement. Depuis que la Covid a été déclarée, nous avions reçu une batterie d'accompagnement et qui ont soulagé les difficultés et qui ont permis à beaucoup d'entreprises de ne pas fermer. Et cela s'est ressenti même au niveau de la loi de finances 2023. Certains points ont été relevés, mais il en reste d'autres sur lesquels nous travaillons et que nous espérons que nous allons trouver des solutions. Sinon, sur le plan, beaucoup de cas, le gouvernement est resté vraiment très attentif. Et je donne un exemple qui ne relève même pas de la fiscalité. Il s'agit de nos redevances de baux au niveau du port, qui a été augmenté de 1 000 francs le mètre carré, ce qui était inadmissible en cette période difficile où les entreprises tirent le diable par la queue de faire cette augmentation. Mais nous sommes partis à la table de négociation avec le ministre de l'économie maritime, où nous avions trouvé un consensus. Ils ont rabaissé cela à 700 francs le mètre carré, ce qui a beaucoup soulagé les entreprises. Et aujourd'hui, nous restons dans cette dynamique de trouver à chaque fois que les problèmes se posent, de trouver en concertation avec le gouvernement des solutions. Et nous avions répété à moult reprises toutes les facilités que le gouvernement nous a accordées au niveau de la fiscalité. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais ce qui se sent, c'est que nous portons beaucoup mieux qu'avant. Et si vous voulez regarder un peu au niveau des doléances des travailleurs, en réalité, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui ont été faites. Et les doléances au niveau du patronat, c'est quoi? Ils ont juste demandé l'application du SMIG. Et ils n'ont pas demandé, comme les années passées, des bactéries de revendication. Allez, retour sur le plateau. C'était à l'instant M. Laurent Tamegnon, président du CNP, qui se prononçait en tout cas sur l'apport de l'État au secteur privé. Ouais. Vous êtes d'accord avec lui? Voilà, vous l'avez suivi? Oui, bien sûr. Très bien. Comme il a dit, en termes de fiscalité, cette année dans la loi de finances, il y a eu des avantages pour le secteur privé. Alors, ce que je retiens rapidement, sans m'étaler, puisque je ne suis pas expert fiscaliste, il y a eu une disposition d'exonération sur les engins agricoles, par exemple, et aussi, je pense, sur les véhicules, comment on les appelle, électriques ou hybrides, voilà. Donc, après, il y a des éléments que les techniciens pourront mieux expliquer. Au-delà, depuis, on va dire, la période Covid qui est passée, je sais qu'il y a eu la mise en place d'un fonds de relance post-Covid de, je crois, 20 milliards. Et ce qui était intéressant pour ce fonds, si vous permettez que je le rappelle rapidement, l'une des caractéristiques du fonds, c'était d'accompagner les entreprises à hauteur de 50% de leur chiffre d'affaires. Je pense que le chiffre d'affaires était plafonné à 20 millions. Et pour en bénéficier, il fallait justement apporter sa liasse fiscale que vous avez déposée aux impôts. Et ça,
ça a eu un effet, je pense, intéressant, c'est que ceux qui avaient déposé voilà, 1 500 000, voilà, 200 000, ils sont allés corriger leur état financier. Voilà, pour venir soumettre leur dossier. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut retenir parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de l'État qui peut-être n'atteignent pas toujours directement les bénéficiaires qu'il faut. Ou soit les bénéficiaires le prennent, mais ne contribuent pas au système. Ça fait que, quand je prends la question de la fiscalité, prenons par exemple ces 20 milliards. Supposons que l'État dit, OK, je donne les 20 milliards là pour soutenir les PME. On n'avait pas mis en place ce verrou-là sur la fiscalité. Je suis sûr qu'il y en a qui l'auront pris, mais n'auront pas payé les impôts, n'auront pas employé les gens, bref, n'auront pas contribué à l'économie. Donc, il faut à chaque fois mettre en place un mécanisme de suivi pour s'assurer que, voilà, quand ça rentre, ça s'éparpille voilà, dans le système, tout le monde a bénéficié et puis après, ça revient. Et ça nous permet à tous, autant entreprises que État, de se développer. Merci beaucoup. Et on arrive au terme de cet entretien. On aurait aimé poursuivre, en tout cas, ces discussions, mais on va s'arrêter là. Quel est votre message pour la fin de cette émission? Alors, mon message, puisqu'on parle du SMIC et des difficultés de son application, je vais encourager tous les acteurs à poursuivre la sensibilisation pour qu'on puisse atteindre le maximum d'applications. Et pour les entreprises les plus vulnérables, je vais plaider pour qu'on envisage des mesures d'accompagnement pour les soutenir à aussi payer le SMIC et à se développer davantage. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous, M. Aboki Kokou-Vignon, je rappelle président du groupement togolais des PME-PMI, une association professionnelle membre du Conseil national du patronat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Plaisir et souffrez que de temps à autre, voilà, on vous invite à faire cet exercice avec nous sur ce plateau. Plaisir. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Et les gars, merci beaucoup. Oui, avant de finir l'émission, permets-moi de te ravir ton mot de fin. Je voulais te féliciter pour le prix que tu as eu la dernière fois au Togo Media Award. Les gars, si vous pouvez venir avec le prix, on doit présenter ça à nos chers amis téléspectateurs. Oui. Non, restez devant là pour qu'on puisse voir. Voilà. Magloire Nyanya, grâce à vous, grâce à vos votes et au vote du jury, il a été élu meilleur animateur au Togo Media Award. Voilà. Wow. Merci beaucoup, Luc. Voilà, merci pour tout le soutien. Et on va dire merci à tous ceux qui ont cru. Et on l'avait dit dans cette émission et on l'a fait. On vous a ramené le trophée, voilà, il est à vous. Voilà. Mesdames, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. En tout cas, ça motive à continuer par faire du bon. Merci et à dimanche prochain. Voilà.